vu ce que vous avez posé la dernière fois, et tout ce que ça a brassé. Bon, mais vous pouvez en poser chez nous. Pas chez, enfin, si chez ma faisant, si. Il y avait longtemps. Bon, alors, je tiens quand même à passer par le second exemple, parce qu'il est très, très intéressant aussi. Même presque un peu pathétique parfois. Il s'agit donc du cas de collaboration qu'on a eu des départements d'ergologie, l'Université de Provence, avec l'INRS. Vous savez tout ce que c'est que l'INRS, Institut National de Recherche sur la Sécurité. Et on a eu une convention avec l'INRS qui a été essentiellement travaillée, tissée par une ingénieure de l'INRS qui s'appelle Bernadette Vénère, je vais écrire son nom. J'étais là une fois, mais elle n'a pas obtenu son détachement, la possibilité de venir, parce que c'est un ancien l'INRS. Et c'était une convention sur la pluridisciplinarité en prévention. Et elle a suivi, donc certaines personnes la connaissent ici, elle a suivi c'était notre DESS, c'était le dernier DESS, qui s'appelait Analyse pluridisciplinaire des situations de travail, APST. Après, on est passé au master, on a suivi des personnes ici. Et après le master, elle a mis en place, dans le cadre de cette convention qu'on avait avec l'INRS, ce qu'on appelle des groupes de rencontre du travail, c'est-à-dire une démarche qui vise à travailler précisément sur l'activité des personnes dont on s'occupe. Peut-être que je ne sais pas si on aura la possibilité de revenir sur ces GRT, groupes de rencontre du travail, qui sont, je dirais, une mise en œuvre concrète dans un lieu et un temps déterminé de cette posture générale que j'ai évoquée tout à l'heure comme dispositif dynamique à trois pôles. Il s'agit donc de réunir un certain nombre de protagonistes d'une situation pour essayer de débrouiller ensemble les dynamiques même de leur activité, ce que j'appelle les dramatiques de l'activité. Et là, c'était suite à des accords interprofessionnels sur la prévention, où on a créé, je crois depuis, des services pluridisciplinaires, des services de santé pluridisciplinaires. C'est ce que ça s'appelle, non? Dans les entreprises, il y a des services entreprises et puis des services... vous savez ça, non? Comment ça s'appelle? Enfin bref, il s'agissait de... Il y avait une invitation officielle à des pratiques pluridisciplinaires. Et, bon, il y a l'INRS qui était chargé, qui est une institution paritaire, chargée de s'occuper des problèmes de la santé au travail, avec des réussites diverses. Le cas de l'amiante pèse lourdement, malheureusement, dans leur histoire. Ils n'ont pas pu faire tout ce qu'ils devaient faire. Enfin, pas tout ce qu'ils devaient faire, je ne les juge pas, mais ceux qui ont toujours l'angoisse de reproduire une non-lucidité par rapport aux substances toxiques. Bon, donc c'était normal qu'ils s'intéressent sur qu'est-ce que peut être la pluridisciplinarité en prévention. Et alors, Bernadette Vénère a mis en place ce qu'on appelle nous donc un groupe de rencontre du travail avec un petit groupe de préventeurs où il y avait un petit groupe, où il y avait 2 médecins du travail, 2 personnes de l'ANACT qui ne sont pas restées jusqu'au bout, et puis des préventeurs des caisses régionales d'assurance maladie, essentiellement je crois le Gard, l'Hérault, l'Ardèche, et ça s'est tenu à Aubenas. Donc pendant 1 an et demi, à intervalles réguliers,
ils ont travaillé alors avec des démarches, par exemple, pour débloquer les choses dans le travail en commun. Ils ont discuté de thèmes, de concepts, de schémas tels qu'on le fait un peu ici aujourd'hui pour arriver à débloquer ce qui n'est pas du tout évident, un regard sur leur propre activité, ce qui n'est rien d'évident en premier abord. Et alors, ce qui est justement intéressant, c'est que son choix, c'était non pas de parler de l'activité avec les préventeurs, de l'activité des personnes qu'ils rencontraient dans leurs diverses interventions, mais au du moins de le faire à travers une interrogation sur leur propre activité de préventeur. Leur propre activité de préventeur. Qu'est-ce qu'ils faisaient ce qui est un peu normal puisqu'on parlait de pluridisciplinarité, mais qu'est-ce qu'ils faisaient en tant que préventeurs? Comment est-ce qu'ils concevaient, comment est-ce qu'ils conduisaient leur métier, si c'en est un, de préventeur, c'est-à-dire des gens qui étaient officiellement missionnés pour aller dans des entreprises, soit parce qu'il y avait eu des accidents, soit parce qu'il y avait des problèmes, des demandes, et pour essayer de prévenir une forme d'accident professionnel qui ensuite retomberait sur l'assurance maladie. Donc c'était normal. Et alors, c'est le groupe de rencontre du travail, donc s'est développé pendant un an et demi, et je trouve qu'il a vraiment fait un travail extraordinaire. Et dans ce fameux numéro 3, où il y a beaucoup de choses, d'ergologie, puisque vous avez le pastiche socratique, vous avez le texte d'Abdallah Noureddin dont on a parlé à propos du travail informel, et puis vous avez beaucoup d'autres choses, et vous avez le texte de Bernadette Vénère qui explique qu'est-ce qu'elle a fait, et puis 3 morceaux de mémoire de préventeurs qui, à l'issue de ce groupe de rencontre du travail, pour en quelque sorte valider ce travail qui était fait avec l'accord des autorités, ce qui n'allait pas de soi, ont donc produit ces trois travaux. Et je vous invite à le lire, et je voudrais quand même résumer, parce que là aussi c'est très très explicite, et je dis ça même des côtés un peu poignants. Alors, je résumerai, puis après je dirai des passages, parce qu'il n'y a rien de mieux que de les écouter. La problématique qui inspire leur travail, c'est ce que j'appellerais, ce qu'appelle aussi Bernadette Vénère, la différence, la distinction entre les risques professionnels et les risques du travail. Je pose la question, est-ce qu'il y a des gens qui, dans le cadre de leur mémoire, travaillent sur la prévention dans le master, non? Non? Je vais faire des études sur le document unique, il n'y a pas. Bon, il y a des gens ici qui ont beaucoup de compétences sur ces questions, mais enfin, on m'a aussi dit qu'il fallait laisser tranquille et pas les interpeller à tort et à travers, donc ce que je comprends très bien. Mais non, quoi, je ne sais pas ce qu'ils pensent, mais enfin, tant pis, on fera comme ça. Alors oui, c'est quelque chose qui... Enfin, c'est une distinction qui, à nous, nous paraît complètement évidente, et qui, évidemment, n'est évidente que parce que nous sommes... parce que nous nous représentons comme des êtres d'activité, c'est-à-dire des êtres qui avons toujours à nous débattre entre ce que j'ai appelé des normes antécédentes, je pense que vous voyez ce que c'est, hein, et puis le fait que, comme il faut être présent dans le présent, comme disait Michel Joanneau, la conséquence, c'est qu'il faut toujours réajuster toutes ces normes, toutes ces contraintes, toutes ces procédures, tout ce flux de papier, toutes ces normes. Et là, dans le cadre de la prévention, il y a des livres de normes qui sont très très lourds, des normes antécédentes, à respecter pour ne pas être rendu responsable d'accidents du travail. Donc, ces
ces préventeurs, donc, oui, les risques du travail, les risques professionnels, sont en quelque sorte, font partie de ce qu'on peut appeler la première anticipation. Et là, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous avez un milieu donné que vous pouvez connaître, c'est-à-dire vous avez une organisation de travail, vous avez tel type de machine, vous avez tel type de produit avec tel type d'émanation, avec telle conséquence auditive. Bon, donc vous avez tout un environnement de travail, donc vous pouvez, par anticipation, indépendamment de la personne qui va occuper ce poste de travail, indépendamment du moment présent, chez Joanneau, être présent dans le présent, vous permettre de dire, compte tenu de ces éléments objectifs, connaissables, dont les risques sont estimés, les risques probables, les seules limites d'exposition, comme on dit, sont connus, répertoriés, dans des tables, avec des normes précises. Par exemple, au-dessus de, je crois, 95 décibels, ça devient risque pour l'appareil auditif, donc il faut produire il faut éviter de dépasser ce seuil. Et puis vous avez, y répondant, des maladies professionnelles également répertoriées qui peuvent être la conséquence d'émanations toxiques, aujourd'hui asbestose de l'amiante, enfin, toute une série de... Tout ça, ça fait partie de ce que j'appellerais les risques professionnels, qui sont répertoriés, connus, et si je dis dans la désadhérence, vous voyez ce que je veux dire. Telle émanation toxique, une taux de toxicité, on connaît. Et donc les préventeurs, ils sont là pour prendre des mesures et pour dire non, ça ne va pas, vous devez modifier le taux d'émanation de tel gaz toxique. Alors, j'empresse de dire que ça, c'est une vraie conquête. Même si, je vais dire après, l'expérience montrant que ça n'est absolument pas suffisant pour travailler sur les risques de santé au travail, n'empêche que, vous voyez, quand le nombre d'années où des mineurs ont travaillé sans être protégés contre la silicose, ou aujourd'hui contre l'amiante, ou d'autres produits toxiques aujourd'hui, donc il y a eu des vraies batailles qui ont été menées, qui n'allaient pas de soi, et qui supposent aussi, là aussi, un minimum de ce que j'appelle société marchande et de droit, c'est-à-dire qu'à un certain moment, ce qu'on appelle en droit l'ordre public social. L'ordre public social, c'est-à-dire qu'il y a quand même un minimum de défense de la santé des citoyens pris en compte. Alors, le temps que cette prise en compte arrive à la prise en compte de tel et tel risque, ce sont des batailles. Mais ce sont on peut considérer que ce sont des acquis sociaux. De même, la prévention, la réparation, tout ça, ça fait partie d'une histoire sociale éminemment respectable. Le problème, c'est que si vous voulez, je pense qu'aujourd'hui, avec ce qu'on appelle les RPS, les risques psychologiques et sociaux, on voit bien combien il est difficile d'anticiper, dans le cadre de la première anticipation, dans la désadhérence, ce qui fait qu'une situation de travail est pathogène. Et si vous ne renvoyez pas à l'activité de travail, au sens où nous manipulons, vous allez passer à travers d'éléments pathogènes dans la situation de travail. Mais ça ne veut pas dire qu'une fois que vous aurez identifié tous vos paramètres de risque, que vous aurez même vérifié qu'aucun dépasse les seuils limites, le travail qui sera fait dans le lieu où vous travaillez est sans risque. Vous voyez ce que disait tout à l'heure Michel Joanneau, sur tout ça, c'est exactement une mosaïque
de normes, toutes séparées les unes des autres. Le toxicologue, le spécialiste de l'appareil auditif ou le spécialiste des RPS, ils vont travailler tous séparément. Mais la personne, elle a géré la globalité d'une situation. Ou pour revenir au tout premier exemple du texte que j'avais cité, de la surveillance des billets, hein, pour prendre un texte d'une personne qui est racine et que je ne citerai surtout pas, parce que il n'était pas question directement de maladie professionnelle, mais on voit très bien la tension qui peut être produite par une personne qui prend des écarts par rapport à la procédure et qui le fait un peu assez risqué quand même. On voit très bien comment des situations de ce type peuvent générer ce qu'on appellera des RPS. Hein. Voilà. Alors c'est un peu ce travail dans le groupe de travail, c'est un peu la découverte de ça. C'est-à-dire des préventeurs parfaits dans leurs compétences professionnelles, parfaitement experts dans les normes de cette mosaïque de prescription, elle-même liée à une mosaïque de discipline mère, comme disait Journaux. Comment, en travaillant sur l'activité au sens où je le développe ici, mais je ne suis pas seul à développer comme ça, bon, il y a des concepts qui sont propres, c'est clair, mais enfin, en gros, je le dirai la prochaine fois, à qui on est redevable sur ces concepts-là. C'est leur découverte que leur métier, ben, ils ne le font pas bien s'ils s'arrêtent sur ce que j'appelle le risque professionnel. C'est pas suffisant. Et même ça peut être contre-productif. Voilà. C'est vraiment la découverte de ça. Et je vous invite à lire ça parce que c'est vraiment... Alors je vous en donne quelques... Il y a trois travaux. Alors, Bernadette Vénère m'a dit, je comprends très bien, la dernière fois elle pensait qu'elle ne pouvait pas venir, elle savait que j'allais en parler, et je vois qu'elle n'est pas là encore, elle m'a dit, j'aimerais que tu cites le nom des préventeurs. Pourquoi? Parce que, puisque là, dans le numéro 3, vous verrez, il y en a un qui a son nom de famille, Éric Nébourel, de la crâne de Montpellier, et les autres n'ont pas eu droit à leur identité. Parce que ils n'ont pas pu signer leur production. Alors, parce que c'est vrai que, ça, comme on va voir, ça remet en cause un peu les normes de métier. Donc je vais le faire, et je souhaite beaucoup que ce soit donc visible dans les archives que tu es en train de produire. Je trouve ça tout à fait normal. Alors, il y en a un qui travaille dans une biscuiterie. Il s'appelle Jean-Michel Fraisse. Je l'ai écouté, parce que j'ai participé à un deux groupes de travail. J'ai pu authentifier la qualité extraordinaire de ce travail de retour sur soi-même qu'ils ont fait. Donc il a intitulé son mémoire « Basculer dans le pétrin au profit de la santé au travail ». Voilà, je vous lis comme ça, cursilement. Ici, la rencontre, c'est donc dans une biscuiterie, c'est effectué sur la question de l'activité de travail. Ce que j'étais en train de vous dire, cette prise en compte de l'activité trouvait naissance dans des lectures, l'analyse en commun des textes et d'entretiens vidéo propres à la démarche ergologique, etc. Bon. Ces rencontres opérées sur notre activité de préventeur et celle des protagonistes du travail, c'est-à-dire les gens qui se sont rencontrés, après avoir été appelés, par exemple, dans cette biscuiterie, ne pouvaient pas laisser indifférent. Au retour de ces réunions du GRT,
je me remettais en débat avec moi-même. Quantité de questions surgissaient. Bon. Et alors, on peut voir après ces questions. Alors, il y a des questions notamment de climatisation, d'émanation de vapeur toxique d'ammoniac. Et alors, la première question adressée aux pétrisseurs consistait à savoir en quoi l'installation de la climatisation avait permis d'améliorer leurs conditions de travail. Leur réponse fut unanime, la climatisation améliorait bien les conditions de température dans l'atelier en cette période estivale, mais ne se traitait que partiellement l'exposition des opérateurs à l'ammoniac. Et il dit, pour eux, la climatisation a été installée pour deux raisons. D'une part, pour les visiteurs, et d'autre part, pour répondre à l'audit de qualité. Et alors, peu à peu, donc, le débat se met, une fois qu'ils ont commencé à suivre ces groupes en cours du travail, le débat se met autour de l'activité. On peut constater qu'ils ont parlé de leur travail en termes de tâches et dire que de la position du préventeur dépend le dépassement prescriptif des tâches pour parler de l'activité. Vous comprenez cette phrase, non? Non. Le piège de cette démarche au travail et ce qui va être toute la stratégie pour dépasser ce piège, ça va être celui de l'ergonomie, ça va être celui d'Ivan Rodon, dont je vous reparlerai. Hein. Comment dépasser le fait que si on commence... Ça, parlez-moi de votre travail. Maintenant, dans un premier temps, parlez-moi de votre travail. Qu'est-ce qu'on va dire? Ils vont parler des tâches. Il y a des tâches prescrites, des procédures. Et comment? C'est la petite histoire. De... C'est ce qu'on appelle la petite histoire. Oui, ça, oui. Et on peut dire pourquoi ils vont faire ça pour deux raisons mêlées. D'une part, parce que, pour deux ou trois raisons, parce que c'est plus simple. Pourquoi vous me parlez de mon travail? Qu'est-ce que j'ai à faire de votre question? Ah oui, c'est pour ça que s'il n'y a pas le troisième pôle, dispositif à trois pôles, le pôle du monde commun à construire, il ne se passera rien d'intéressant. Hein. Et puis aussi parce que c'est classique, parce qu'il y a un peu... Si on dit que je ne fais pas la tâche, quel est le risque? D'être employé. Comment? La sanction. Transgression, oui, ça ira. Oui, ben alors, si vous dites devant celui qui a organisé votre travail que vous ne faites pas ce que vous lui dites, bon, pas systématiquement, ça peut avoir un danger. Et puis le danger aussi, c'est que eux-mêmes ne sont pas, dans un premier temps, quand on n'a pas travaillé avec eux sur le travail, ils ne sont pas forcément au fait même de ce qu'ils font. Et pourquoi en même temps qu'on agit, on saurait exactement dire, on ne sait pas jusqu'au bout comment on fait, comment est-ce que je vous parle maintenant, j'en sais rien. Heureusement, ça se passe assez bien, mais enfin, oui. Peut-être aussi se mettre au niveau de son interlocuteur en se disant, lui ne sait pas forcément dans le détail, de précision, ce que ça nécessite en activité. Donc je me réfère à des généralités qui sont mes tâches pour me faire comprendre. En fait, dans l'idée, il y a aussi ça, c'est plus simple de dire, oui, c'est plus simple. Comme ça, au moins le cadre est posé. C'est plus simple, oui, sauf si on arrive à se comprendre, et il faut du temps, en disant qu'on ne cherche pas à dire le plus simple, mais on cherche à dire exactement ce qu'on fait, parce qu'il y a des problèmes, parce qu'il y a des problèmes de santé, il y a des problèmes de mal-être au travail, et c'est là justement où la collaboration, je dirais, ergonomique, peut difficilement s'en passer, parce que eux, ils empêcheront qu'on s'en tienne à ce niveau trop simple. Hein. Et puis, de toute façon, c'est quelque chose qu'avait noté mon ami Durafour depuis des années, que d'abord, l'idée, c'est qu'on parle du plus simple. Mais ça, c'est quand on se met du point de vue de l'opérateur, de celui à qui on demande de dire son activité, c'est une sorte de volonté pour lui d'essayer de se faire comprendre. Par quels moyens? Et c'est vrai que si l'ergonome ou la personne ne précise pas que ce n'est pas des tâches qu'on veut déjà saisir, mais plutôt le cœur, rentrer dans l'activité, du coup, et pas que forme de liste de tâches. Donc ça, c'est le cadre à poser au départ. Tout à fait. Tout à fait. C'est pas toujours. Non, mais c'est pour ça que presque toujours dans nos groupes de rencontre du travail,
un des points de départ pour justement dépasser ce niveau-là, qui n'amène pas à grand-chose, c'est très souvent le PowerPoint que je vous montrerai après sur Thomson, parce que alors lui, à condition d'aller voir dans l'infiniment petit comme le font les ergonomes, il montre qu'on ne peut pas se tenir à cette position-là. Et ça, une fois que c'est bien compris, ça déclenche plus facilement un autre regard qui ira jusqu'où on ne peut pas le savoir, parce qu'il y a des choses qu'on ne pourra jamais comprendre. Notre synergie énigmatique, ne demandez pas jusqu'où elle va. Hein. Il y a donc d'abord un premier travail de mettre en posture l'interlocuteur. Vous êtes capable d'aller au-delà que ça, c'est déjà un premier niveau. Exactement. Exactement. Ça implique du coup que je sois en confiance aussi avec la personne qui vient sur mon lieu de travail pour que je puisse lui expliquer comment effectivement je travaille. En psychodynamique, il y a M. Dejour qui avait travaillé sur des opérateurs qui, pendant qu'ils faisaient de la surveillance de machines, à un moment donné, ils jouaient au Scrabble. Alors, si je dis ça dans mon activité de travail, je joue au Scrabble en même temps que je fais de la surveillance de machines, voilà. C'est comme tricoter en surveillant les enfants. Voilà, ou tricoter en surveillant les enfants. Exactement. Exactement. Croisés quand on... Voilà, exactement. Donc du coup, il y a la question de confiance aussi. Et... La question de confiance, elle est fondamentale. Voilà. Quand on rencontre du travail, s'il n'y a pas ce qu'on appelle, ce que les ergonomes appellent depuis longtemps, la relation de confiance, la relation de confiance, c'est pas un machin comme ça tout près, c'est qu'est-ce qui peut faire la relation de confiance. Et à mon avis, s'il n'y a pas justement l'idée qui est ce que j'appelle le pôle du monde commun à construire, c'est-à-dire qu'on essaye de dépasser les premiers niveaux trop simples parce que c'est comme ça qu'on arrivera à faire apparaître ce que j'appelle des réserves d'alternatives, de manière de travailler autrement et de préserver des biens communs, de la santé et puis de la production sociale différente. S'il n'y a pas quelque chose qui est éclairé avant sur c'est ça qu'on essaye de produire, il ne se passera rien. Donc ça n'a rien d'évident de ce groupe. Et il faut beaucoup de temps pour que cette relation, le cœur du dispositif à trois pôles, qui est le dispositif des Socratiques à double sens, pour que ça s'institue. Mais dans le début, on avait un de nos amis, qui s'appelle... Si certains d'entre vous connaissent, enfin, c'est bien qu'ils connaissent. C'est un monsieur qui, avec lui, on s'appelle des préhistoriques, avec Pierre Franquet, parce qu'il était de ceux qui, en 83-84, a participé au premier stage avec lequel tout a commencé. C'était un technicien du bâtiment, dont moi je suis à l'origine, et qui a depuis continué à travailler avec nous, et qui travaille encore maintenant. Pour l'instant, il est au Brésil en train de faire des tas de ce parcours plus ou moins ergologique, qui est formidable et qui a passé une thèse et qui a, je ne sais pas si vous savez, il a publié 2 ouvrages aux presses universitaires de France. Moi, jamais arrivé, si j'ai fait un ouvrage collectif aux presses universitaires de France, mais lui, il en a fait 2, chapeau, sur les risques du travail, sur ce qu'il appelle l'ergoprévention, enfin, vous pourrez vous y reporter. Et alors, dans les premiers temps, il avait une recherche avec l'AREF BTP, une association dans le cadre de formation dans le cadre du BTP, et sur comment transformer qu'est-ce que les mutations technologiques transformaient les problèmes de formation. Et alors, il voulait absolument... Il y avait une nouvelle technique que sans doute certains connaissent, qui s'appelle le coffrage tunnel. Je ne sais pas, les spécialistes connaissent, non? Bon, c'est une manière accélérée d'édifier des murs avec des banches, avec des tunnels qui sont comme la voûte sur laquelle on va construire les cloisons. Bon, c'était une nouveauté introduite dans le champ du bâtiment, très efficace, et il voulait travailler avec les anciens collègues du BTP sur le coffrage tunnel. Alors, une expression qui est restée longtemps parmi nous. Donc il a été les voir, et il leur a dit, bon alors, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que c'est que le coffrage tunnel? Comment vous faites? Oh, le coffrage tunnel, c'est tout con. Voilà. Bon, classique, hein, c'est tout con. Moyen quoi, tant qu'on ne dépasse pas qu'est-ce que vous savez? Et il le disait
bonne foi, parce que c'est un ancien collègue. Hein. Il n'y a pas du tout de raison de penser qu'il était là pour les espionner. Mais parce qu'il n'avait pas, dans un premier temps, la conscience de ce que j'appellerais leur corps-soi à l'ouvrage, avec toutes ses complexités. Bon, donc voilà, ça c'est... Donc dans un premier temps, il parle, le pétrisseur parle des tâches, dans le cadre d'une position ouverte à la rencontre du travail. C'est ça qu'il faut créer dans ces rencontres. Le préventeur doit bien considérer que le savoir de prévention répertorié, ça renvoie à ce qu'il y a tout à l'heure, répertorié, et anticipation 1, savoir en désadhérence, ne faut parcourir qu'une partie du chemin. C'est une partie du chemin, mais ce n'est qu'une partie du chemin, et que l'essentiel de celui-ci reste à parcourir et à co-construire avec les protagonistes du travail. Bon, alors il dit qu'ils ont commencé à des modifications en concertation avec la direction du CHSCT. On a fait installer un robinet d'eau froide au poste de peser des ingrédients afin de proscrire l'eau chaude pour effectuer la dilution de la levure dans le bac en plastique. Alors peu à peu, ils commencent à comprendre comment marche la cuisson, d'où viennent les émanations, comment il faudrait faire. Et par exemple, il cite un opérateur. En fait, le pétrissage, nous procédons à l'ouverture du pétrin et au basculement de la pâte dans un bac roulant. C'est lors de cette opération que nous sommes le plus exposés. Néanmoins, nous essayons de nous mettre de côté pour nous éloigner au maximum de la cuve, tout en maintenant actionner les commandes du pétrin. Plus il y a de pâte en attente, plus l'ammoniac se diffuse dans l'atelier. Afin d'éviter le stockage excessif des pâtes dans les bacs roulants, nous essayons d'organiser le travail. Voilà une organisation propre à la dimension collective du travail. C'est pas du prescrit, c'est pas de la procédure, ça. Pour en laisser un minimum en attente, sans toutefois créer une rupture d'approvisionnement. Ça, c'est dans le travail lui-même. Ces échanges avec les opérateurs ont permis de repositionner la demande initiale de prélèvement d'atmosphère exprimée par l'animateur sécurité et le responsable des travaux neufs. La priorité relatée et partagée par les pétrisseurs était de trouver un dispositif permettant d'aspirer l'ammoniac à leur poste de travail et non plus de procéder à de nouveaux prélèvements d'atmosphère. Permettant d'aspirer l'ammoniac, c'est le contraire, enfin. De toute façon, prélever pour prélever n'apporte pas de solution pour réduire l'exposition à l'ammoniac. La question restait donc entière. Au cours de ces discussions, un pétrisseur a avisé le collectif de l'existence d'une trappe de visite non utilisée, donnant accès à la cuve sur chacun des 4 pétrins. Donc, ça a permis là aussi de suggérer d'autres solutions. Finalement, la demande de prélèvement d'atmosphère qui faisait partie du prescrit de la démarche la plus classique, s'est révélée secondaire, voire inutile. Et alors, ce qui s'opère, je vous ai dit que l'histoire de ce groupe d'harmonie de travail, c'est ce qu'ils appellent un basculement. Un basculement de leur métier en termes de normes à vérifier, savoir s'ils étaient respectés dans le milieu, un basculement à repenser l'activité des gens face à eux, enfin, à repenser les risques à partir de l'activité des gens face à eux. Non pas à partir des éléments objectifs qu'ils pouvaient connaître avant même d'entrer dans l'atelier, mais repenser le risque à partir de ce que faisaient les gens, compte tenu de l'ensemble des paramètres de la situation. C'est ce qu'ils appellent un basculement. Et ça, c'est fondamental, parce que c'est tout un métier qui est en train de changer. Ce faisant, la seconde a répondu au souci d'aller à la rencontre du travail des pétrisseurs, et ce faisant, par ricochet de celui des prescripteurs, en opérant un basculement sur le champ des risques de leur travail, dont on pense généralement qu'il n'y a rien à tirer. Risque du travail, cette fois-ci, et non plus risque professionnel. Ici, le basculement est entendu par, et ici, je pivote vers l'avant
je pivote vers les protagonistes du travail, j'essaie de comprendre ce qu'ils font, et comment ils le font, et non l'inverse, je pivote vers l'arrière en m'éloignant des protagonistes du travail. Et ça, on voit un peu ce que ça veut dire. Et l'autre, le dernier, c'est ce qu'il va dire. Il va dire, bah, moi, qu'est-ce que je fais? Avant, j'entre dans un atelier, je prends mes mesures, et après je reviens chez moi, je confronte mes mesures à mes listes répertoriées, c'est ce qu'il appelle en arrière. Et je me dis, bah non, là c'est dépassé, là ça va. Puis voilà, j'ai fait mon travail. Mais avant tout basculement, je me trouve dans une position d'équilibre précaire, ce qu'on appelle l'inconfort intellectuel, comme un funambule s'élant de son balancier. Pour moi, ce moment d'équilibre s'assortit d'un certain inconfort, voire déclenche une réelle souffrance psychologique. Donc on a ici une RPS de ce basculement. Les motifs de ces tourments sont liés à diverses questions qui se télescopent, proposant des solutions contradictoires. Pourquoi est-ce que je donnerai suite à cette demande? Pourquoi irai-je voir? Qu'ai-je à perdre ou à gagner? Quelles seront les compétences? Et là, basculer ou pas, c'est vraiment, comment dire, un débat de normes. Je le fais ou je ne le fais pas? Parce que si je ne le fais pas, c'est beaucoup plus commode. Hein. Je perds moins de temps et je fais ce qu'on me demande. Pourquoi est-ce que je ferai autrement? Ça fait partie d'un débat sur les biens communs. Hein. On est au cœur de ça. Hein. Quelle reconnaissance j'en ai? Quelles sont les améliorations escomptables? Bon, le second, c'est Michel Quiblier. Et lui, c'est donc la crame de lion. Donc il s'agit dans une chaîne d'assemblage. Et c'est un peu, ça commence par une question classique. On a une machine, donc dans le domaine industriel, hein, une machine avec est-ce qu'on laisse l'accès au fonctionnement ouvert ou pas? Classique, parce que et le débat est autour de ça. La norme antécédente, c'est on ferme, sinon il y a un risque d'accident. Donc nous, on veut être couvert, fermer le capot. Oui, mais si on ferme le capot, il y a de mille ajustages, 1000 repères positifs qu'on n'entend plus. Et donc, ça complique beaucoup les choses. Ça, c'est classique hein, dans la prévention. Et lui, par exemple, il avait d'abord dit, bah oui, il y a un problème, donc je vais mettre un hublot, qui évite d'avoir à ouvrir le capot, mais permet de voir. Or, le hublot que j'ai préconisé ne répond pas aux besoins du salarié. La fermeture de la porte empêche même le travail, puisque les interventions sur la machine font partie du mode opératoire habituel. Si elle soustrait l'opérateur au risque professionnel réputé sur ce type d'installation, bon, c'est réputé, ça veut dire que c'est bien connu, il faut fermer. L'application de la réglementation, la fermeture de la porte arrière de la machine, peut gêner le salarié dans l'accomplissement de son travail, voire l'en empêcher. Gêner. Bon. Vous voyez tout de suite comment vous allez glisser sur des risques du travail. Si à un certain moment, l'opérateur il préfère ouvrir, à condition qu'on ne le voit pas, parce que ça simplifie son travail. En même temps, c'est un risque, non pas professionnel, puisque professionnellement, c'est capoté. C'est un risque des choix qu'il a fait de son travail. C'est le choix qu'il a fait. Et le risque pour la santé, c'est le risque de son activité. Des débats de normes qu'il a tranchés de cette manière. Le travail en GRT permet de faire apparaître ce constat sans pour autant invalider nos savoirs normatifs. Il invite à mieux prendre en compte le fait que l'homme au travail compose avec la situation mutante, instable, infidèle à partir d'un codifié, etc. Il apparaît bien que l'efficacité de mon travail de prévention tient à ma capacité à associer les différents acteurs du travail afin de faire jouer la synergie entre les compétences en présence pour en tirer le meilleur parti. Elle tient à une activité de prévention axée aussi sur les risques du travail qu'il faut distinguer des risques professionnels. Le risque professionnel, là c'est mal monté les pages, mais
par la possibilité, vous voyez, de s'accidenter en intervenant sur un organe en mouvement. Les risques du travail sont ceux qui sont pris dans ces choix pour parvenir à faire ce qu'il y a à faire, tout en se préservant. Les risques du travail sont ceux qui sont pris dans ces choix pour parvenir à faire ce qu'il y a à faire, tout en se préservant. Alors, il y a beaucoup de choses tout à fait claires, hein, mais quitter son piédestal pour aller voir de plus près, je dis simplement sa conclusion. Conclusion, c'est là où je dis que c'est un peu poignant parce que c'est la conclusion d'une personne qui allait prendre sa retraite dans 15 jours. Et je l'ai entendu, hein. J'ai le sentiment d'avoir honnêtement et correctement exercé mon métier et rempli ma mission institutionnelle de préventeur. Officiellement, il n'y a rien à dire. Mes constatations ont été notifiées. Je les ai nuancées de précautions rédactionnelles d'usage. Ces précautions permettent de s'affranchir face au mode opératoire, s'affranchir des adhérences, des variantes constantes, on retrouve dans le agir au présent, et face au mode opératoire, des variantes constantes et des réajustements parfois transgressifs pour gérer en situation l'infidélité du milieu. Ça, c'est une formule célèbre, l'infidélité du milieu, dont je vous reparlerai à propos de Georges Canguilhem, dont j'ai déjà énoncé le nom. Vous voyez, ces précautions, bien faire honnêtement son métier, permettent de s'affranchir face au mode opératoire des variantes constantes et des réajustements parfois transgressifs, on parle de transgression, pour gérer en situation d'infidélité des milieux. L'infidélité des milieux, c'est ce qui précisément n'est pas anticipable, ne peut pas faire partie d'une anticipation 1, qui renvoie à l'histoire qui ne cesse de se faire, et qui renvoie à la personne elle-même, au corps soi de la personne qui doit gérer ces situations. Mais je sais, maintenant, qu'en ayant fait honnêtement mon travail de préventeur, je me suis trompé, d'une certaine façon. J'estime avoir été honnête vis-à-vis de mon institution lorsque je pratiquais comme un expert, et je sais l'importance des compétences techniques, réglementaires et relationnelles quand on rentre dans une entreprise. Mais je sais aussi tout ce qui est laissé dans l'ombre en pratiquant comme je l'ai fait. À ne pas aller voir de près ce qu'il en est du travail sur les machines, j'étais dans un certain confort. Celui d'être en règle avec ce que mon institution me demandait, mais aussi d'une certaine façon dans l'inconfort. Celui de se laisser les personnes au travail dans l'isolement, seules face à mes prescriptions et aux difficultés qu'elles rencontraient pour parvenir à réaliser ce qu'elles avaient à faire et en même temps à vivre en santé et en sécurité. Je veux, face à ces constats que je m'impose, c'est-à-dire que je regarde en face, continuer dans mes activités de tout genre à vivre avec cette approche de la vie des gens. Et cela même si elle paraît contrevenir au principe actuel qui se dessine, l'expertise et la normalisation envahissant tous les domaines. C'est une question d'engagement, de compétence à s'engager dans la vie et de choix de la vie avec les autres. Pas dire mieux, hein, c'est là où c'est assez poignant quand même. Hein. Et puis on ne l'a pas forcé à écrire ce qu'il a écrit. Hein. Voilà. Bon. Donc vous voyez, tout ça, c'est quand même rencontrer l'activité en première personne, hein, comme j'ai rencontré. Alors, comme j'ai encore un petit peu de temps, le troisième, ça suffit, je pense que vous regarderez, Eric Nouvel, lui, il a son nom. Alors, pour terminer sur donc, le troisième exemple, l'exemple le plus connu, le plus rebattu, je m'excuse pour tous ceux qui le connaissent par cœur, mais qui me permettra après donc, de faire un peu de revenir sur la généralité, sur l'activité, des bas de normes, impossible, invivable, et puis sur invivable, impossible, renvoyant à ce que j'appelle les 3 médecins atypiques qui ont rendu possible tout ça. Puis après on verra, si on a du temps, j'en sais rien. Voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Vous avez été dûment chapitré, hein? Non, je plaisante. C'est peut-être aussi parce que c'est très clair. Oui, non, peut-être.
Ben, quand c'est pas moi qui parle, c'est très clair. Non, parce qu'il y a un truc sur ce qui est c'est ça qui est bien. Non, mais c'est vrai, non, mais ça, Ça les est textes, clair et c'est lisible. non, mais les textes comme ça, c'est quand même formidable. Oui. Il y a des termes qui sont très explicites. Ouais. Ouais. Voilà, ce qui est derrière l'exemple. Alors, vous voyez comment ça va faire retour vers toute une réflexion sur le métier, sur la profession, sur les compétences. Hein. On avait commencé comme ça, les compétences, je ne sais pas si vous vous souvenez. Qu'est-ce que c'est que les compétences? Oui, c'est le parallèle qu'on peut faire avec comment est-ce qu'on... Qu'est-ce que ça veut dire lister les compétences et comment on se débrouille pour faire ça. Dans ce que j'appelle l'ingrédient le cadre de la compétence, parce que vous voyez ce que c'est, il y a la question des rapports aux valeurs au métier. Ben voilà. Du point de vue de l'administration de la CRAM, il a fait son métier, il est parfaitement compétent. Du point de vue, je dirais, ergologique, si vous voulez, ça ne veut rien dire. Il a fait un choix qui exprime très... Ils ont fait un choix. Est-ce que je bascule vers l'avant ou je bascule vers l'arrière? Après tout, basculer vers l'avant, vers l'arrière, il y a aussi des raisons, on va pas tabler, il y a de bonnes raisons aussi. Enfin, il y a un rapport aux valeurs de la situation qui est déterminant pour parler des compétences. Oui. Je crois qu'il y a un rapport au savoir aussi. Dans le basculement là, du pétrin, c'est le rapport entre le savoir des experts, et le savoir, ce que tu appelles le savoir investi dans l'activité. Et je pense que la plus grande difficulté pour les experts, c'est de concevoir que les opérateurs mettent en jeu aussi des savoirs qui peuvent leur être utiles pour résoudre la question qu'ils ont à résoudre. Oui. Ça, je pense que c'est un obstacle. C'est un obstacle, bien sûr. Fort, quoi. Parce qu'il faut faire l'apprentissage du savoir, mais c'est exactement le pôle 2 du dispositif à 3 pôles. Il n'est pas pensable que pour ces choix-là, il n'y ait pas des savoirs qui sont mémorisés et recréés en permanence. Ou en triangle de l'activité, le pôle des savoirs. Je veux dire, toi aussi, si l'activité, exactement ce que je dis, si l'activité, ce qu'on en dit, elle ne peut pas faire ses choix sans mobiliser le savoir. C'est sûr que les savoirs des préventeurs sur les activités qu'ils rencontrent après ce basculement n'est pas le même qu'avant. Ils ont donc le leur et le regard sur le savoir des gens qui le... Parce que les choix qu'ils font, du pétrissage, pourquoi est-ce que, par exemple, l'opérateur, il préfère avoir le capot ouvert? Parce qu'il sait qu'il y a un certain nombre de paramètres, la fidélité du milieu, que les autres ne savent pas. C'est effectivement du savoir investi. Non, c'est pas ce que tu voulais dire. Oui, c'est oui. ça. Ouais. Non, parce que c'est assez général, ça. Ah, mais c'est universel, je dirais. Oui, voilà. Si l'activité est ce qu'on dit, il y a toujours des savoirs liés à l'adhérence qui sont stockés et qui sont recréés, retravaillés par être présent dans le présent. On ne choisit pas pour rien, ce n'est pas des actes gratuits ce qu'on fait. La transgression, le retravail, c'est bien parce qu'on sait aussi qu'il vaut mieux faire comme ça. Pour soi, pour les autres, j'en sais rien. Il y a toujours du malaxage de savoir dans les débats de normes. C'est universel. C'est bien pour ça que c'est une question épistémologique et axiologique fondamentale. Est-ce qu'on va ignorer comment est-ce qu'on peut fonctionner? On revient à l'usage simple de la faculté des concepts. Est-ce que notre usage de la faculté des concepts va ignorer, va dénier ce malaxage des savoirs de l'activité? Ou est-ce qu'au contraire, on va dire comment est-ce qu'on fait pour ne pas parler de nos semblables en refusant de voir en quoi ils sont producteurs de formes de savoir, parfois difficiles à mettre en œuvre, mais sans quoi leur activité serait un pur décalque des prescriptions. Oui. Toi? Oui. Non, c'est ce qui me venait à l'esprit, c'est par rapport à l'exemple que vous donniez, la distinction qu'il faut faire entre risque professionnel et risque au travail, risque du travail. Me venait un exemple du maître nageur sur le bord de la piscine qui, du moins, pour se protéger, les risques professionnels lui imposent,
dicterait de mettre des bouchons dans les oreilles. Donc une préconisation qui serait, vous devez porter des bouchons pour vous protéger du bruit, parce que c'est sur le bord de piscine, c'est toute une journée à travailler. Bon, voilà. Et en fait, simplement parce que j'en suis venue à discuter avec l'un d'eux, et ils me disent, mais il y a la moitié de mes collègues qui mettent des bouchons, et moi j'en mets pas, enfin, l'autre moitié, on n'en met pas. Donc voilà, la question du débat autour de... Voilà. Et d'essayer de comprendre finalement la distinction entre le risque professionnel et le risque du travail. C'est le choix que finalement vont faire ces personnes, pourquoi est-ce qu'elles le font et à quoi ça renvoie. Exactement. Mais ça renvoie à ceux dont on est parti pour la première séance, c'est-à-dire intervenir dans la vie des autres. Parce que sa vie, le maître de piscine, c'est aussi des choix de vie qu'il fait de pas... Pourquoi? Pour toute une série de raisons qui sont sa vie, qui dit non, je ne peux pas vivre comme ça toute la journée avec des bouchons dans les oreilles. Donc vous voyez, on revient là au point de départ. C'est bien intervenir dans la vie des autres. Et c'est un risque aussi de ne pas pouvoir, pour lui, c'était un obstacle à son travail. Et c'est un obstacle à son travail. Et ça, je crois que ceux qui interviennent, ils ont des exemples à l'appel. Les indices qui peuvent repérer. Voilà, bien sûr. C'est pas celui qui est. Pour la machine. Le capot, c'est très bien que quand il y a des exemples. Quand on capote, du lendemain, il y a des accidents graves, des amputations parce qu'il n'y a plus de repères auditifs. Sur les chantiers de BTP, c'est pareil. Comment? Sur les chantiers de BTP où il y a beaucoup de bruit, on peut imposer à mettre les bouchons dans les oreilles et il y a plus d'autres types d'accidents parce que le salarié qui est sur le chantier, il n'entend pas s'il y a un bruit où il peut se protéger. Et du coup, on peut créer de nouveaux risques comme ça. Exactement. Et là, si vous regardez le texte sur les ingrédients de la compétence, que j'ai écrit un petit peu réédité, je peux parler de Trinquet, qui en avait beaucoup frappé, c'était dans son maîtrise des FF, où dit qu'il était sur un chantier pour aller avec un ouvrier, et le coffreur boiseur, et je ne vais pas vous retenir trop longtemps, mais il est en train de manger avec lui, et parce qu'il faisait ses enquêtes, comme sur le tunnel, le coffrage tunnel, et puis à un moment, il voit le coffreur là, qui se lève brusquement et qui va au pied de la grue. Alors, puis on revient 10 minutes après, et puis Trinquet lui demande qu'est-ce que tu fais? Il me dit j'ai entendu un bruit. J'ai entendu un bruit, et ce bruit, s'il fallait faire une étude sur le bruit il est polysémique. Il y a plein de choses dans le bruit. Si c'est uniquement, voilà la niche académique, voilà la niche de prévention, le bruit c'est 1 décibel. C'est vrai que c'est 1 décibel, mais c'est aussi le symbole, l'expression de 1000 autres choses. Et pour lui, il avait, ça je trouve ça très beau, il avait compris que ce bruit signifiait que, compte tenu du vent, de l'état du vent, compte tenu de l'état d'avancement de toutes les équipes sur le chantier, ça veut dire qu'il y avait un problème entre le grutier et l'équipe qui déplaçait ce qui s'appelle les banches au pied de la grue. Alors je ne pourrais pas dire exactement pourquoi. Et donc, il avait interprété immédiatement, compte tenu aussi de toute l'histoire de son corps, de l'apprentissage auditif qui était passé par le fait d'avoir séjourné sur des chantiers, de connaître les équipes. Voilà, une synergie de 1000 choses en même temps qui fait qu'il avait interprété ce bruit comme ça, et donc il s'est levé pour aller les aider. Et il est revenu après lui expliquer ça. Voilà, comment dire, la polysémie du bruit, et puis le fait que, voilà un exemple de synergie. Synergie énigmatique, c'est à la fois tout son appareil auditif, la transmission neurone-cerveau, le fait que toute son habitude de chantier, des chantiers généraux, son habitude de ce chantier-là, l'interprétation du transport du son à cause du vent, tout ça, en une seconde, ce bruit est interprété, et compte tenu de son rapport en valeur au chantier, ingrédient 4, il se dit, ils ont des difficultés, je m'arrête mon sandwich et je vais les aider.
Il y a tout ça, cette interprétation du son et ce... Voilà. Bon, j'aurais voulu au moins passer le... Mais vous, est-ce que j'ai 5 minutes ou vous préférez? Oui. Bon, alors juste pour engager, enclencher je passe au dernier exemple. Hein. Je passe les PowerPoint et puis après, on en discutera la prochaine fois. Mais... Déjà, ceux qui connaissent ça par cœur, ils pourront venir un peu en retard. Si c'est... Hein? Non, parce que le cas que je vous présente en 5 minutes, avec... et puis donc, vous avez la bibliographie, hein, je crois que certains l'ont vu, la revue Piste, hein, puisque c'est la fameuse étude Thomson, où donc fabrication de composants électroniques pour des télévisions, Thomson Angers qui vient de fermer il y a 1 ou 2 mois, et je n'en ai pas parlé encore de ça, je crois. Comment j'ai évoqué. Oui. Donc j'ai rappelé que c'est une étude c'est pas la seule, hein, une très importante où on pourra mentionner des propos d'Alain Wissner, puisque c'est lui qu'il s'agit, qui avait son laboratoire d'ergonomie ici, au 3e étage, et où un des premiers exemples, et pas le seul, où au fond on les a tirés par la manche à propos de problèmes, de troubles du travail, de femmes opératrices sur des chaînes à Angers. Et après de très longues négociations entre le comité d'entreprise, la direction d'entreprise et le ministère du Travail, donc ça a été une recherche financée, où ils ont pu rester, une petite équipe issue du CLAM ici, plusieurs mois, pas temps plein. Et ils en ont fait un rapport de 200 pages, que l'Urafo m'a donné d'ailleurs, puisqu'il y avait... Malheureusement, le premier et le dernier sont décédés, des personnages remarquables, voilà. Ça, je vais parler du Rafour. Et, voilà. Et alors, une étude, une des premières où ces personnes qui ici travaillaient sur le travail de manière un petit peu plus en laboratoire, en milieu fermé, ont été donc demandées. Encore une fois, il y a eu d'autres études, avec les chinois, mais pour étudier le travail dans ces chaînes de montage. Et c'est quand même la plus grande expérience, grandeur nature, de séjour d'ergonome in situ pour essayer de comprendre au niveau microscopique tout ce que j'appellerais moi les dramatiques de l'activité. Et alors, parmi ces 200 pages, il y a un article qui a été publié dans le Nouvel Automatisme. Donc depuis, il y a eu 2 gros articles auxquels je vous renvoie, que je vous ai donné en biographie. Hein. Un article quand les ergonomes sont sortis du laboratoire, donc c'est le numéro 8 de Piste, et puis un autre qui est un entretien avec Catherine Tégère, dont je vous ai donné aussi la référence. Les 2, ça vaut vraiment le coup de lire, c'est remarquable. Et puis il y a un troisième où j'avais les références. C'est une discussion entre Pierre Trinquet et Catherine Tégère autour de cet exemple, et c'est paru par l'intermédiaire d'édition électronique L'électropolis. Je ne sais pas si vous connaissez, tu vois, non? Je n'ai pas la référence exacte, il faudra que je vous l'appelle. Bon, enfin, on va s'en tenir à l'essentiel. Donc, il se trouve qu'il y a un schéma. Je peux montrer 2 photos, et un schéma. Et bon, après, je vous dirai ce qu'on peut en tirer, mais à mon avis, de ce schéma, on peut en tirer tout ce que je vous ai dit depuis le début, et tout ce que dit beaucoup d'autres personnes, pour être un peu cuistre dans ce qui s'appelle le rêve de d'Alembert. C'est un entretien entre Diderot et d'Alembert. D'Alembert, qui est le plus grand philosophe de l'encyclopédie, hein, des années 1750, disait, tout en rêvant qu'à propos d'une goutte d'eau, disait Needham, qui est un savant hollandais, on disait
Didam, dans une goutte d'eau, il voit tout l'avenir du monde, ou il voit tout le monde dans une goutte d'eau. Moi, je dirais que dans cet exemple qui est fourni par nos amis ergonomes, on voit tout. Et c'est tellement probant que je ne vois pas comment on pourrait ne pas suivre tout ça. Je vous mets en garde. Hein. Si vous voulez m'arrêter avant, qu'il soit trop tard, dites ce qui ne va pas dans le schéma. Parce qu'après, on est coincé. Hein. Bon, alors, trêve de plaisanterie. Je vous promets, je vous montre les deux photos et le schéma, et puis on s'arrêtera là. Alors, première photo. Est-ce que vous voyez à peu près? Oui. Qu'est-ce que tu cherches? Je parle allongé, simplement. Tu prends le micro? L'autre. Oui. Donc vous avez là une chaîne de montage, Terpi ici va de gauche à droite, hein. Je m'excuse pour ceux qui m'ont entendu 10 fois le dire, mais eux, la photo n'a pas changé, donc je ne peux pas autrement que commenter la même chose. Donc vous avez un poste de travail, ici, fait 2 mètres, je crois. Vous avez 27 petits tiroirs ici, où l'opératrice, vous avez un bloc en bakélite qui se déplace de la gauche vers la droite, et donc en 2 minutes, l'opératrice doit positionner, comme on dit, sur ce bloc en bakélite, 27 composants électroniques dans le temps alloué. Typique d'une chaîne taylorienne. Voilà. Donc vous visionnez la situation, donc je vais ensuite montrer le schéma. Vous voyez à peu près? Ça va comme ça. Et que c'est un mouvement constant. Ah ben oui, c'est un mouvement. Oui, ça ne s'arrête pas. Sûr. Et ce qui veut dire que l'opératrice, ici, va prendre, théoriquement, c'est le travail qui prescrit dans le schéma, va prendre dans les tiroirs ici les composants qui se trouvent à la droite du bloc, qui arrivent en premier, ça arrive comme ça. Donc les composants ici, au fur et à mesure où le bloc se déplace, il va se déplacer pour prendre les composants ici et ici. Et ça se déplace. Donc après, chaque fois, il faut mettre les composants qu'il faut. Non, c'est pas clair? Et le littérature disait, expression que je redis toujours, quand ils étaient derrière, qui regardaient ça, ils disaient, c'était maman les petits bateaux. Parce qu'on voyait des dizaines d'opératrices qui faisaient. Bon, voilà donc. Alors, maintenant, ce qui est la vérité que j'ai à dire, que cette personne qui se contorsionne pour arriver en regardant sur son épaule, c'est pas l'opératrice en question. Pourtant, on lui doit une fière chandelle à cette opératrice, parce que qu'est-ce qu'on lui fait dire et faire? C'est incroyable. Mais je pense qu'à aucun moment on n'outrepasse la réalité des choses. C'est Catherine Tégère, l'ergonome, qui va peut-être encore toujours avoir un bureau là-haut, en grand désordre, parce qu'elle est toujours en grand désordre, et qui a pris la place de l'opératrice pour essayer de comprendre comment ça se passe. Voilà, ça c'est la première photo. Alors là, vous le voyez moins, mais enfin, bon, vous ne voyez pas grand-chose, alors je ne crois pas que je peux faire mieux si avant lui. Bon, enfin là, vous avez une opératrice, cette fois-ci, c'est une vraie.
bon, qui était dans une position simplement, je vous dis juste ça, là, vous voyez que c'est le temps a été divisé en 19 parties, si je ne dis pas de bêtises. Le temps pour réaliser l'opération pour un poste de travail, divisé en 19. Et là, c'est le blanc, c'est ce qui, en quelque sorte, des gestes conformes à ce qui était prescrit. La procédure, enfin, c'est manière de faire. C'est ce qu'il y a écrit ici, mais on et vous voyez que sur ces 19, il n'y a que cette, si je dis pas de bêtises, que cette lanière-là, qui est entièrement blanche, c'est-à-dire où dans ce laps de temps, la personne exécute exactement le geste qui avait été prescrit. C'est frappant, ça. Hein. Tout le reste est re-normalisé, comme on disait. Voilà. Et puis dernier, puisque je viens de parler du prescrit et du réel, alors, on l'appelle, nous, le transparent fétiche, parce que depuis des années, ou certainement, il est tellement extraordinaire qu'il est devenu un fétiche. Un jour, on dit, enfant, il m'a donné ça, il n'a pas perdu son temps. Alors, le problème, c'est que ce n'est pas dans l'ordre. Voilà. Vous voyez ce que c'est? Pour terminer, c'est en gros une schématisation du travail, de ce qui se passe sur ce poste de travail. Hein. Vous avez vu celui où il y avait Catherine Tégère. Là, vous avez ce qui s'appelle une schématisation du travail dit prescrit, hein. C'est-à-dire comment les bureaux des méthodes ont segmenté, séquencé le geste de l'opératrice. Vous voyez que c'est relativement linéaire, ça paraît raisonnable. Et ça utilise tout l'espace et tout le temps. Maintenant, et là, vous voyez, c'est une schématisation, simplification de la gestuelle réelle de l'opératrice. Vous voyez à peu près? Bon. Et pour, on arrête là, mais vous constatez trois choses. L'ordre n'est pas le même, c'est plus rapide. L'ordre n'est pas le même, c'est plus rapide. L'ordre était un peu différent. Il y a même il manque même Il manque des numéros, c'est plus rapide. C'est plus rapide. Et ça prend moins d'espace. Comment? C'est plus rapide, non. Oui, c'est plus rapide et en même temps... Moins d'espace. Moins d'espace. Ça, c'est clair. Bon. Et avec ça, c'est massif, c'est incontestable. Et je crois qu'on peut en déduire des choses considérables qui peuvent se généraliser bien au-delà de ce petit exemple, quasiment universel, c'est ce que je ferai la prochaine fois. C'est clair tout ça? Question? Bon.